le concept de philosophie africaine est un concept nouveau. Du coup, donc c'est une problématique qui est neuve. Voilà. Elle a une histoire. La philosophie africaine part d'abord de l'Égypte. Voilà. L'Égypte qu'on a fait sortir de son caractère intrinsèquement occidental pour la replacer dans son univers négro-africain. Voilà. Ça a été, on l'a réintroduit dans son univers négro-africain parce que et sur la base sur la base de faits scientifiques. Et depuis 1974, où l'UNESCO avait convoqué un colloque, avait organisé un colloque international pour pouvoir statuer sur la question de l'Égypte. Est-elle, oui ou non, africaine? Et donc il y a eu 32 participants, dont 25 experts venant de 14 pays. Et à la conclusion, il est ressorti qu'effectivement l'Égypte a une langue africaine, a une culture africaine, a des traits africains. Et donc, il y a maintenant des universitaires qui ont essayé de prospecter le terrain et les hiéroglyphes ont démontré qu'effectivement, c'était des Noirs qui ont fait naître la civilisation, entre autres les sciences, les mathématiques et la philosophie. C'est ainsi qu'on a découvert que ceux qu'on prenait pour les pères de la philosophie grecque, donc occidentale, avaient fait un séjour en Égypte auprès des prêtres égyptiens noirs pour pouvoir boire à la source de ce savoir-là, en commençant par Thalès, par Pythagore, jusqu'à Platon. Voilà. Et donc, on a essayé donc de revoir les filets, quels sont les traits culturels communs à l'Égypte ancienne et à l'Afrique. Donc on a trouvé beaucoup de traits en partant de la cosmogonie, la manière dont le pharaon dirigeait avec certains rois africains contemporains, voilà, la langue copte et certaines langues africaines, l'excision qu'il faut laisser tomber, bien d'autres traits. Voilà, la mort symbolique du Moro Naba avec la mort symbolique de l'Égypte et du pharaon, et ainsi de suite. Et donc finalement, c'est cet ensemble de faits qui a conduit à démontrer que l'Égypte est africaine. Et comme c'est elle qui a fait naître la philosophie, alors on essaie donc de faire sortir, d'exhumer d'abord ces faits-là, pour les mettre à la connaissance du grand public, que ça ne reste plus seulement entre universitaires, mais que ça soit partagé. Et c'est ainsi qu'on a commencé. Et la meilleure manière de s'approprier cette philosophie, c'est de l'enseigner. Voilà, et de faire des conférences, de vulgariser ces connaissances-là. Voilà. Donc, la manière, le concept de la mort, c'est un système qui est africain. Voilà. La mort ne fait pas peur en Afrique. Voilà. Le concept de l'homme est fait de corps et d'esprit, mais pas à la manière de Platon, pas à la manière de Descartes. Voilà, parce que c'est typiquement africain. Le concept du bonheur, voilà, le concept du bonheur, du mariage. Vous voyez, ce ne sont pas des traits culturels ethniques, non. C'est un système qui est vraiment universel, voilà. Pas universel en tant que partagé, non, mais africain. Voilà. Il y a une unité comme ça qui regroupe les Africains, qui se retrouvent dans ces aspects-là. Et c'est bien fondé. Voilà. Ce n'est pas de simples pensées éparses d'une ethnie, d'un pays donné, mais non. Il y a des tendances générales qu'on retrouve, voilà, en Afrique. Et cela a été pensé et écrit. Ce n'est pas de l'oralité seulement, c'est écrit à travers les hiéroglyphes. Parce que ce qui est célébré beaucoup en Afrique, mais aussi après en Caraïbes, c'est l'oralité africaine ou carabéenne. Alors que là, vous démontrez qu'il y a un ancrage scripturaire de cette philosophie. Alors on fait un bond énorme de plus de 20 siècles. Aujourd'hui, enfin, en tout cas dans les dernières, dans le siècle du XXe siècle, c'est les personnalités africaines qui ont porté la philosophie contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Ben oui, le père de cette philosophie africaine, c'est le Sénégalais, voilà, Cheikh Anta Diop.
Voilà. Et il faisait partie parmi les 32 experts que l'ONU a convoqués en 1914. Voilà. Il n'y avait que deux Africains, dont Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga. Voilà. Et donc, 2 parmi 32. Et à la fin, tout le monde a convenu, pas tout le monde, il y avait des résistances, mais à la fin on a convenu que la thèse défendue par les 2 Africains est imbattable. On ne peut pas, est irrécusable et irréfutable. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ils venaient de cette connaissance? Ils l'avaient obtenue comment? Enfin, ils étaient qui, par exemple, ces 2 philosophes? D'abord, c'est le sentiment que certains Occidents avaient sur le noir. Le noir, il est très primitif, il est incapable de philosopher. Voilà, sa culture, sa philosophie est sapientielle, c'est de l'ordre de la sagesse. Donc on ne peut pas appeler ça de la philosophie dans le sens pur du mot. Voilà. Et donc cela a révolté et Cheikh Anta Diop, qui était allé en France, à l'école de France, au Collège de France, pour pouvoir faire des études de physique et de chimie. Voilà. Et c'est ainsi qu'il a, en 1951, il préparait sa thèse de doctorat sur l'Égypte en tant qu'entité africaine. Et du coup, il était sous la coupe de son maître de mémoire, le célèbre français Griol. Oui. Voilà. Marcel. Voilà, Marcel Griol. Et il n'a pas pu consulter un jury pour défendre sa thèse. Parce que justement, sa thèse était un peu révolutionnaire. Il n'a pas pu consulter un jury, les professeurs ont refusé de venir. Et du coup, il a transformé sa thèse là en un livre. Voilà, qui s'appelle Nation nègre et civilisation. Voilà. Et entre-temps, il a donc changé encore, il devait donc changer de titre pour pouvoir soutenir sa thèse en 1960 maintenant. Alors qu'il devait l'avoir soutenue en 1954. Parce que cette thèse maintenant parle de l'Afrique pré-coloniale. Cette fois-ci, il a pu consulter un jury. Voilà. Et donc, il a été combattu. Il a été combattu par les africanistes, par les Africains et par les orientalistes. Parce que l'Égypte d'alors était sous la coupe réglée des orientalistes. Parce que Napoléon, vous vous souvenez de Napoléon Bonaparte? Voilà. Quand il partait pour conquérir, pour envahir, voilà, il n'est pas allé seulement avec des militaires, il est parti avec plus de 200 savants. Voilà, pour pouvoir investir l'Égypte. Et malheureusement, c'était orienté vers l'Orient. Voilà. Il n'avait que 3 langues. J'avais l'hébreu, il fallait parler hébreu. Il fallait parler arabe, il fallait parler chaldéen. Mais la langue des... Et ils ont oublié d'utiliser la langue des pharaons qui était le copte. Voilà. Et le père de l'égyptologie qui s'appelle Jean-François Champollion, c'est un Français. Et avant de mourir, il a dit, si vous voulez découvrir l'origine, la vraie origine des pharaons, passez par l'étude de la langue. Si vous ne faites pas ça, il y aura beaucoup de biais. Et effectivement, il y a eu des biais pendant plus de 102 ans. Donc 1822 à 1951, ça fait pratiquement 102 ans que tout a été orienté vers les orientalistes. Pour eux, c'est l'Orient qui est venu envahir, enfin, qui est venu peupler l'Égypte et a fait inventer la philosophie. Une lecture occidentale de l'Orient. C'est ça, voilà. C'est comme ça. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Jusqu'à ce qu'il y a eu ce fameux colloque international qui a réhabilité Cheikh Anta Diop et puis Théophile Obenga. Et depuis lors, vous avez une vingtaine d'universitaires qui s'investissent dans la philosophie africaine, dont mon professeur de philosophie, Yopore Kassome, qui a écrit un célèbre ouvrage, L'Égypte ancienne, un système africain du monde. Voilà, aujourd'hui c'est un franco-burkinabé, il est aujourd'hui ici, il vit ici, il a un institut d'égyptologie où les Français partent pour s'initier à la science égyptologique. Anissé Meda Dometiro, c'est vraiment passionnant ce que vous racontez. Ouais. C'est pas spécifique à la philosophie africaine, parce qu'on dit à quoi ça sert finalement la philosophie, mais aujourd'hui, par exemple dans les dernières décennies, qu'est-ce que ça apporte la philosophie africaine, d'abord aux populations africaines, pour peut-être repenser, vous en avez parlé, leur histoire, mais aussi l'avenir. À quoi ça sert aujourd'hui la pensée philosophique contemporaine africaine pour le développement des pays ou du continent africain? La philosophie africaine, il faut que je la définisse. Voilà. C'est ce qui s'intéresse
à la manière dont les Africains, passés et présents, comprennent leur destin et le monde dans lequel ils vivent. Voilà. Ils comprennent leur destin et le monde dans lequel ils vivent. Donc, Hegel l'a dit, toute philosophie est fille de son temps. Voilà. Il y a des réalités du XXIe siècle qui concernent l'Afrique. Il faut donc les convoquer. Et donc la philosophie africaine s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. Ce n'est pas seulement un repli identitaire passéiste. C'est important d'aller exhumer ce passé, parce que c'est pour établir la vérité. Mais aussi, il faut aller de l'avant. Et il y a des problèmes présents, à savoir donc le droit. Alors vous avez des philosophes africains qui s'orientent dans ce sens. Et le premier philosophe africain était de la période de la modernité. Et c'est un Ghanéen qui s'appelait Anthony William Amo. Voilà. Et sa première préoccupation, c'est de se battre pour établir beaucoup de Noirs dans leurs droits. Parce qu'ils étaient des esclaves et une loi avait été prise pour pouvoir les faire sortir de leur statut, et on lui refuse d'appliquer. Et il est parti en justice, il a eu le procès, mais on a refusé d'appliquer, de faire appliquer ce droit-là, de faire valoir ce droit. Il y a des nouvelles revendications qui ne sont pas forcément passéistes, c'est pas seulement exhumer le passé pour dire voici ce qu'était l'Égypte, voici notre identité, voici ce que nous avons apporté au monde. Et ce que nous avons apporté au monde, c'est nous, c'est l'Afrique. Voilà, c'est cette philosophie qui avait été pendant longtemps hellène, voilà, grecque. Et qu'aujourd'hui, toutes les thèses démontrent que, voilà, elle n'est plus grecque, mais elle est égypto-nubienne. Elle est égypto-nubienne. Donc, en dehors de cette revendication, que certains taxent de mendiante, voilà, une revendication mendiante, voilà, parce que tout le monde n'est pas d'accord avec, tous les Africains ne sont pas d'accord avec ce concept, voilà. Mais pour la plupart des philosophes, c'est une identité qu'il faut affirmer, attester, exhiber et montrer. Donc, aujourd'hui, nous avons d'autres directions vers lesquelles la philosophie africaine s'inscrit à travers donc c'est pas moi le droit. Voilà, il faut que de plus en plus l'homme noir se fasse respecter et on se bat pour ça. Mais aussi, ce n'est pas seulement de la revendication. Hein. En tant que philosophe africain, il y a aussi d'autres champs qui sont investis. Le champ du droit, le champ de l'égalité, le champ des revendications, des mouvements sociaux. Voilà. Parce qu'il faut aussi aller de l'avant. Quels sont les nouveaux problèmes qui s'imposent, les nouveaux enjeux qui s'imposent à l'Afrique. Et donc, la philosophie africaine se dirige vers la culture, la littérature. Voilà. Il ne faut pas écrire pour les autres, il faut écrire pour nous-mêmes d'abord. Voilà. Il ne faut pas forcément chercher à parler dans la langue des autres pour dire qui nous sommes. Pourquoi on ne le ferait pas dans notre propre langue? Et mon projet de philosophie, qui s'appelle Mahamadé Savadogo, fait la philosophie à Morée. Ça, c'est une première. Vous pouvez nous expliquer? Oui, ça veut dire que philosophe, on convoque les problèmes de la société en langue. Et vous avez des personnes âgées, vous avez tout le monde qui vient à la radio en direct et qui discute de ça en langue. Parce qu'aujourd'hui, depuis les indépendances, nous avons appris à réfléchir et à parler en français. Or, l'enjeu de la philosophie africaine, c'est de pouvoir se départir de la langue française. C'est un enjeu. Voilà. Parce qu'il y a des réalités qui ne peuvent pas être tout le temps traduites par le français. Voilà. Et nous n'avons pas cette habitude-là, cette tradition de parler notre langue maternelle. Voilà. Est-ce qu'une langue, justement, c'est déjà pas une structure de la pensée? C'est ça, c'est une structure de la pensée. C'est quoi l'idée? L'idée naît habillée. Toutes les idées naissent habillées par des mots, par des images. Et les mots, c'est linguistique, c'est la communication, c'est le langage. Et si vous avez votre idée qui est originale, qui est spécifique, si vous allez chercher des mots étrangers entre griffes pour traduire cette idée, bon, elle sera forcément trahie. Voilà, donc c'est l'un des enjeux de la philosophie africaine qui est de philosopher, apprendre à philosopher dans sa langue. Voilà. Là,
Je suis convaincu ici, je faisais mon cours de philosophie en Morée ou bien en Dagara, mes élèves allaient comprendre mieux, vite et allaient être de bons philosophes. Voilà. Mais là, il y a un handicap qui est là. Voilà. Il faut philosopher en français. Hein? Quand il dit ipséité, quand il dit la déité, bon, il n'a pas appris à parler dans cette langue. Il faut d'abord qu'il fasse un triple effort, parler le français, et mémoriser le français. Et bon, ouais, on demande trop à... Même pour les Français, c'est difficile à... Ben voyez-vous, voilà. Donc c'est encore pire. Bon. Cette difficulté s'aggrave beaucoup avec les Africains qui malheureusement doivent communiquer dans la langue de l'autre pour que l'autre comprenne qui il est. Voilà. Monsieur Demetero, merci beaucoup pour ce partage-là. Merci. C'est très aimable. Je suis content d'avoir effectivement communiqué avec vous. Et comme...